Nous sommes mercredi 25 mars. Il me fait plaisir, au nom de la Société Santé en français, de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire intitulé « Écrire pour être compris. Quelques pistes pour favoriser l'accès à l'information ». Mon nom est Nathalie Boivin, je suis agente des communications et de mobilisation des connaissances pour la Société Santé en français. Aujourd'hui, le webinaire présenté s'inscrit dans la série « Développement professionnel ». À visée formative, le webinaire d'aujourd'hui vous invite à optimiser votre compétence à offrir de l'information de façon claire. D'abord, quelques mots sur la Société Santé en français. La Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé de l'ensemble des francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada grâce à l'accès à des services de santé de qualité offerts dans leur langue. Les objectifs poursuivis par les webinaires sont au nombre de 3. Offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et finalement favoriser les interactions entre les producteurs de connaissances et les utilisateurs. La description du webinaire d'aujourd'hui va comme suit. Vous écrivez pour informer, convoquer, mobiliser, promouvoir la santé ou faire de la prévention, mais vos messages n'atteignent pas leur objectif. Dans un contexte où la majorité des adultes francophones, tel que c'est le cas au Nouveau-Brunswick, peut avoir de la difficulté à comprendre des textes écrits, votre message est peut-être tout simplement mal compris. L'accès et la maîtrise de l'information sont pourtant essentiels, notamment dans le domaine de la santé. Au cours de ce webinaire, nous examinerons tout d'abord les enjeux liés à la littératie, ses impacts sur la santé des personnes et de leurs familles, puis nous chercherons à comprendre les obstacles qui peuvent rendre la lecture compliquée et nous verrons enfin différentes stratégies d'écriture et de mise en page qui permettront de réduire les efforts du lecteur et qui favoriseront ainsi la compréhension de vos documents par le plus grand nombre de personnes. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir le conférencier Geoffroy Krajewski, responsable de la formation et de l'écriture en langage simple. Titulaire d'un baccalauréat en droit et d'un baccalauréat en criminologie de l'Université libre de Bruxelles, M. Krajewski a exercé comme avocat en Belgique durant 13 ans. Parallèlement à son activité professionnelle, il était membre de l'association sans but lucratif Droit quotidien, association solidaire qui cherche à rendre le droit compréhensible pour tous. Pas une tâche facile. Il a notamment donné des formations aux professionnels du secteur de l'aide à la jeunesse et a vulgarisé cette matière afin de la rendre accessible au plus grand nombre. Amoureux des grands espaces et de la vie en plein air, il a mis le cap sur le Nouveau-Brunswick durant l'été 2019. Il travaille pour le Kodak NB, Conseil pour le développement de l'alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-Brunswick, depuis le mois de septembre dernier en tant que responsable de la formation et de l'écriture en langage clair. Alors, à partir de maintenant, je vais céder le partage de mon écran à M. Krajewski, mais je vous rappelle que vous voyez au bas de votre écran de l'application Zoom que vous pouvez intervenir en posant des questions ou en faisant un commentaire via la boîte de conversation. Pour les questions en utilisant le micro, nous les réserverons pour la période de questions qui suivra la présentation de M. Krajewski. Alors, Geoffroy, c'est à votre tour maintenant et nous sommes très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup Nathalie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Voilà qui est fait. Et merci Nathalie pour cette belle introduction. Merci de m'avoir convié à cette série de webinaires pour vous parler effectivement aujourd'hui de l'importance du langage clair
Dans les écrits, on en voit beaucoup tous les jours, que ce soit des communications internes, des directives de travail, des courriels qu'on peut envoyer, etc. Mais on va voir au cours de ce webinaire comment faire des écrits qui soient compréhensibles du plus grand nombre. Alors mon défi d'aujourd'hui, c'était de vous présenter en une quarantaine de minutes ce qu'on fait d'habitude en une journée avec les formations qu'on offre au sein du Codac. Donc ce sera surtout une session de sensibilisation finalement au langage clair où je vais essayer de vous donner quelques trucs et astuces pour pouvoir arriver à rédiger clairement des textes écrits. Alors, au niveau du plan de présentation, concrètement, on va d'abord prendre quelques minutes, ça me semble important de voir un petit peu quels sont les enjeux liés à la littératie pour voir quel est l'impact justement avec le langage clair. Et ensuite, nous verrons clairement ce qu'est le langage clair. On va voir que ça passe par 3 étapes importantes, à savoir réfléchir, rédiger et réviser. Et donc, tout d'abord, les enjeux liés à la littératie. Tout d'abord, qu'est-ce que la littératie et quel est le lien avec le langage clair? Mais la littératie peut être définie comme étant l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite et orale dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité, en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Donc, autrement dit, on va utiliser le fait qu'on puisse lire et écrire pour acquérir d'autres compétences qui vont nous permettre d'atteindre des objectifs personnels, familiaux, professionnels ou dans la société de manière générale. Donc, la littératie, ça, c'est le fait d'apprendre d'autres choses grâce à la lecture et à l'écriture. Alors, pour savoir un petit peu quels sont les différents niveaux de littératie, il y a eu l'Organisation de coopération et de développement économique, donc l'OCDE, a mis en place un programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes, qu'on appelle le PIK, qui est une enquête qui a été menée dans 40 pays et régions du globe en plusieurs étapes. Pour le Canada, ça a été fait en 2012. Il y a eu une enquête qui a été faite en 2014 et en 2016 dans d'autres pays. Donc, on a réuni finalement à 40 pays et régions qui ont été soumis à une enquête. Et cette enquête portait sur les compétences des adultes âgés entre 16 et 65 ans pour mesurer 3 types de compétences: le niveau de littératie, le niveau de numératie, donc tout ce qui concerne les mathématiques, et enfin la résolution de problèmes dans les environnements technologiques. Et pour le Canada, c'est Statistique Canada qui a été chargé de récolter l'ensemble des renseignements. Alors, le PIK classe finalement, en ce qui me concerne le niveau de littératie, les personnes sur 5 niveaux de littératie. On pourrait même dire 6 niveaux, dans la mesure où il y aurait un niveau 0 qui rassemblerait les personnes essentiellement analphabètes, c'est-à-dire qui ne savent ni lire ni écrire. Mais globalement, les personnes qui vont se retrouver au niveau 1 de littératie sont des personnes qui sont peu alphabétisées, qui vont avoir beaucoup de mal à lire des textes écrits et à les comprendre. Donc elles vont être généralement capables de reconnaître quelques mots dans des textes courts et simples, mais elles vont avoir des difficultés à faire des liens entre eux. Généralement, ces personnes vont avoir une excellente mémoire et vont pouvoir avoir recours à des stratégies justement pour éviter de lire. Mais ces personnes-là, par exemple, sont incapables, sans aide, de pouvoir lire une posologie d'un médicament pour savoir quelle dose administrer de ce médicament à un enfant, par exemple. Donc, les personnes qui se retrouvent à ce niveau-là, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques. Au niveau 2, on va retrouver des personnes qui savent lire des phrases plus longues, mais dès le moment où on est confronté à des phrases qui sont plus longues, où il y a plusieurs termes compliqués, ces personnes sont un petit peu perdues, elles vont avoir beaucoup de mal aussi à comprendre ces textes. Par contre, ces personnes vont pouvoir justement comprendre des textes qui sont écrits en langage clair. Et c'est là qu'on fait le lien avec le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Au niveau 3, le niveau 3, c'est considéré comme le niveau minimum dans un monde idéal
que tout le monde devrait avoir pour pouvoir évoluer et composer avec les exigences de la vie quotidienne et du travail, mais dans la société de nos jours. Donc, idéalement, tout le monde devrait se trouver à ce niveau-là, et c'est un niveau qui correspond plus ou moins à une fin de 12e année secondaire. Donc, ces personnes vont être capables de lire facilement des textes écrits, pouvoir faire des liens entre différentes idées et pouvoir faire leur autocritique d'un texte un petit peu plus compliqué. Elles vont par contre buter parfois sur certaines difficultés au niveau du langage, du vocabulaire professionnel, du jargon administratif. Et enfin, au niveau 4 et 5, on va retrouver les personnes généralement diplômées d'écoles supérieures, d'universités, donc qui n'ont aucune, a priori, aucune difficulté à comprendre des textes écrits. Alors, je vous propose une petite question, justement, pour voir un petit peu quelle est votre connaissance du sujet. Je vais vous envoyer la question. Voilà, donc selon vous, quelle proportion de la population canadienne se trouve en dessous du niveau 3, c'est-à-dire au niveau 0, 1 et 2? Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour répondre. Donc, globalement, est-ce que c'est une personne sur 5, une personne sur 4, une personne sur 3 ou une personne sur 2 qui n'aurait pas un niveau de littératie suffisant? Quelques personnes qui doivent voter. Je laisse encore 10 secondes. Voilà. Donc, si je vous partage les résultats, on voit que la majorité des personnes pensent à 42%, que c'est 34%, donc ça ferait plus ou moins une personne sur 3. C'est intéressant. Je vais vous repartager mon PowerPoint. Est-ce que ça fonctionne? On vous voit bien, Geoffroy, mais pas la présentation pour l'instant. On me dit que ça ne fonctionne plus. Bon, on voit le sondage. C'est très intéressant de voir quand même. Merci pour la participation, tout le monde. C'est génial. Là-dessus. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, on ne voit pas votre écran. Vous allez avoir besoin de redémarrer le parcours. Parfait. Oui, c'est revenu. Merci. Voilà. Mais donc, en réalité, la bonne réponse est un petit peu plus pessimiste finalement que ce que les gens pensent. On se retrouve au niveau du Canada à un niveau de 49%. Si on prend le Canada, c'est la deuxième colonne. Il y a 49% de la population canadienne qui se retrouve à un niveau de littératie qui n'est pas suffisant. Et si on compare finalement les différentes provinces et territoires du Canada, mais on peut remarquer que c'est essentiellement au Yukon et en Alberta qu'on se retrouve avec les populations les plus alphabétisées, puisqu'ils ont respectivement 46 et 45% de leur population qui se retrouve au niveau supérieur, donc niveau 3, 4 et 5. Et à l'inverse, c'est essentiellement au Nunavut où les taux d'alphabétisation sont les plus bas, puisque là, seuls 17% de la population est à un niveau suffisant, c'est-à-dire qu'ils se trouvent au niveau 3, 4, 5. Et on voit qu'au niveau du territoire du Nord-Ouest, Terre-Neuve et Labrador et Nouveau-Brunswick, on est à des moyennes où on est au-dessus de 50% des gens qui sont au niveau inférieur. Si on compare au niveau des populations francophones des principales provinces, mais on se rend compte qu'au Nouveau-Brunswick, par exemple, il y a près de 62% de la population francophone de la province qui se situe au niveau les plus bas, donc en dessous d'un niveau 3. Et donc, on voit que ça représente quand même près de 2 adultes sur 3, finalement,
qui n'ont pas un niveau de littératie suffisant que pour pouvoir lire et comprendre des textes qui ne sont finalement pas écrits en langage clair. Le langage clair et la littératie va avoir aussi un impact évidemment au niveau de la santé. Donc, si on prend la définition de la littératie en santé, ça désigne la capacité d'un individu à pouvoir trouver de l'information sur la santé, à la comprendre, à l'utiliser et à l'évaluer dans le but d'améliorer sa propre santé ou de développer son autonomie dans un système de santé. Et donc, plus votre niveau de littératie va être élevé, plus vous pourrez facilement trouver de l'information sur la santé de manière générale, la comprendre, l'utiliser et l'évaluer. A contrario, si votre niveau de littératie est relativement faible, de nouveau, face aux écrits qui sont rédigés de manière ordinaire, beaucoup de la population va avoir du mal à trouver et comprendre. Et donc, ça va avoir un impact au niveau de la santé des personnes. On peut évidemment faire le lien entre les personnes qui sont peu alphabétisées et les problèmes de santé qu'ils peuvent rencontrer. Au niveau de la littératie en santé, il faut savoir aussi que selon un article qui est paru en 2013 dans l'Association canadienne de protection médicale, les études ont démontré que près de 80% des patients oublient finalement les conseils qui leur sont donnés lorsqu'ils quittent le cabinet du médecin ou qu'ils quittent la clinique. Et donc, dans ces circonstances, c'est évidemment important de prévoir une documentation écrite pour ces patients-là, mais encore faut-il que ces communications soient comprises. Or, comme je vous l'ai dit, plus le niveau de littératie est faible, plus les individus vont avoir de la difficulté à comprendre toute l'information qui est diffusée, que ce soit au niveau de la prévention des maladies, des traumatismes, etc. Et donc, le rôle des professionnels de la santé, ça va être de réduire ces difficultés de compréhension en modifiant leur façon de communiquer. Et pour y arriver, le langage clair est l'une de ces solutions. Et donc, on va voir un petit peu ce qu'est justement le langage clair. Alors, le langage clair, qu'est-ce que c'est? Écrire en langage clair, quand on parle de langage clair, on veut tout d'abord faire en sorte que le plus grand nombre de personnes comprennent le message que l'on souhaite leur faire passer. Ensuite, le langage clair, ça va aussi permettre de réduire les efforts cognitifs du traitement de l'information. Donc, lire va redevenir un plaisir parce que ça va être beaucoup plus facile au niveau cérébral. Et enfin, on va essayer d'expliquer le plus simplement possible des termes qui sont parfois un peu plus complexes. On va voir que certains écrits ne font pas l'impasse sur du jargon technique, du jargon professionnel. Je suis bien placé pour savoir qu'au niveau juridique, par exemple, les avocats, les notaires, etc., ont un langage qui est parfois difficilement compréhensible du grand public. Il y a des termes juridiques, par exemple, dont on ne peut pas se passer dans les écrits, mais le tout, ça va être pouvoir expliquer clairement ces termes-là pour faire passer le message. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est à nous, en tant que rédacteurs de textes écrits, à faire l'effort pour s'exprimer en langage clair, pour que notre interlocuteur, le lecteur de la communication, puisse le comprendre, et ce n'est pas à lui de devoir faire des efforts pour comprendre la communication, mais à contrario, communiquer en langage clair, c'est aussi le gage d'une communication écrite, efficace et réussie. Alors, concrètement, une communication va être claire lorsqu'elle va être rédigée, structurée et présentée de façon à permettre au lecteur de trouver facilement ce qu'il cherche, de comprendre ce qu'il trouve et de bien utiliser l'information. Donc, on voit qu'en tant que rédacteur, on va devoir faire attention à 3 choses. C'est la façon dont on va rédiger, on va structurer et on va présenter notre communication en ayant toujours en tête le triple objectif finalement du lecteur, à savoir qu'il doit trouver facilement ce qu'il cherche dans la communication, il doit pouvoir comprendre ce qu'il trouve et il doit pouvoir utiliser l'information en bon escient, c'est-à-dire faire ce qu'on attend de lui. Et un texte va être clair si le lecteur comprend l'essentiel du message après l'avoir lu une seule fois. Donc ça, c'est vraiment l'objectif à atteindre quand on communique en langage clair, c'est de permettre au lecteur de comprendre directement la communication, le texte qui est écrit en langage clair quand il l'a lu une seule fois. Alors, les avantages du langage clair sont nombreux,
Et principalement, le langage clair, ça va tout d'abord vous permettre d'augmenter la lisibilité du texte. C'est-à-dire que votre texte va pouvoir être lu plus rapidement, va être compris plus facilement, et il pourra aussi être plus facilement mémorisé. En général, dès le moment où on comprend quelque chose, on le retient beaucoup plus facilement. Le langage clair va aussi vous permettre de gagner en efficacité. Si votre texte est clair, votre lecteur aura toujours tendance à faire ce que vous attendez de lui, et donc il y aura beaucoup moins d'incertitudes. Ça va vous permettre d'éviter d'avoir à répondre à des questions, des courriels qui vont devoir être échangés, et donc vous gagnez en efficacité. Ça va aussi vous permettre d'informer le plus de personnes possible. Je vais vous expliquer, par rapport au niveau de littératie, le langage clair va vous permettre de rejoindre les personnes qui se trouvent au moins au niveau 2 et parfois même les personnes qui se trouvent au niveau 1. Et donc, vous regroupez et vous rejoignez évidemment un maximum de population en adoptant le langage clair, puisqu'on va voir que les personnes qui se trouvent au niveau 3, 4, 5 préfèrent aussi lire des textes qui sont rédigés en langage clair. Et ça va vous permettre également de gagner du temps et de l'argent. Comme vous disiez, vous allez devoir répondre en principe à moins de questions, il va y avoir moins de confusion, moins d'erreurs, moins d'incompréhension, et donc moins d'appels téléphoniques, moins de courriels, mais ça fait gagner aussi certaines économies aux entreprises. Et enfin, ça va surtout inspirer confiance à votre lecteur. Il y a des études qui ont été faites, notamment en Europe, au Québec, où on a pu voir que des entreprises, notamment dans le domaine des banques et des assurances, qui ont fait le choix de rédiger toute leur communication, toutes leurs conditions générales en langage clair, ont pu gagner la confiance de certains consommateurs et ont vu leur part de marché augmenter. Et donc, il y a une relation de confiance qui s'établit puisque le consommateur comprend ce que l'entreprise lui demande et donc c'est tout bénéfice pour les entreprises également et ça inspire confiance. Alors concrètement, une société française a fait une étude pour voir quels étaient les bénéfices concrets du langage clair en soumettant à un panel 3 textes à la fois rédigés en langage clair et en étant rédigés de manière habituelle. Et concrètement, les textes qui étaient rédigés en langage clair généralement avaient plus ou moins 20% de mots en moins. Les personnes du panel n'ont jamais dû relire une phrase qui était écrite en langage clair pour être sûr de bien la comprendre. Ils ont amélioré de 50% leur capacité de mémorisation et la vitesse de lecture du langage clair était 30% plus rapide. Donc, quand on voit combien de temps on passe sur une journée à lire des communications, des courriels, des politiques de travail, 30% de temps gagné, par exemple, sur une journée, c'est quand même assez considérable. Si vous passez 3 heures de temps sur votre journée à lire ces communications, à la fin de la journée, si tous les textes, toutes les communications étaient écrites en langage clair, ça vous ferait au final gagner 1 heure. Donc, c'est loin d'être négligeable. Alors, vouloir rédiger en langage clair, c'est bien, mais comment s'y prendre? On va voir que passer vers le langage clair, ça demande de passer par 3 étapes qu'on appelle généralement la règle des 3 R, à savoir l'étape où il faut réfléchir, ensuite l'étape de la rédaction et enfin l'étape de la révision. Et c'est ce que je vous propose de voir un petit peu maintenant en étapes. Alors, l'étape de la réflexion, c'est vrai que c'est une étape sur laquelle on a parfois tendance à passer assez vite. Or, c'est une étape très importante et qui, au final, va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Alors, on va voir qu'il est important de se poser toute une série de questions avant de se mettre à rédiger. Tout d'abord, évidemment, la question essentielle de savoir quel est le sujet de votre communication. On va voir que c'est important de faire de la recherche sur votre sujet, de déterminer quelle est l'information exacte à transmettre, une information qui est à jour. Ça va être important de déterminer des messages clés afin de transmettre une information concise. Et on va voir, je vais vous montrer un petit exemple juste après, que pour certaines communications, le fait de répondre aux fameuses 7 questions qui, quand, quoi, comment, où, pourquoi, combien, ça vous permet de cibler l'ensemble des informations qui doivent se retrouver dans votre communication. Ensuite, question aussi très centrale, la question de votre public cible et de votre objectif.
est-ce que votre texte cherche à informer votre interlocuteur ou est-ce qu'il cherche au contraire à le convaincre, à l'inviter à faire quelque chose, à l'expliquer? Le ton que vous allez employer selon l'objectif de votre texte n'est pas le même. Donc c'est important de déterminer à l'avance quel est l'objectif de votre texte. Troisième question essentielle, vous me disiez, c'est la question du public cible. C'est important de savoir qui est le public auquel vous vous adressez. Donc de savoir quelle est sa connaissance du sujet, son niveau de littératie, quel est son état d'esprit. Par exemple, si vous devez rédiger une brochure à destination des accidentés de la route, vous allez employer un ton plus empathique qui va être différent d'un ton que vous allez employer pour d'autres types de communication. A contrario, ça va être important à ce niveau-là de savoir un petit peu quelles sont les connaissances de votre public cible par rapport au sujet, quelles sont ses croyances éventuellement. Imaginons, vous restez dans l'actualité, que les gens pensent qu'on attrape le coronavirus en buvant une Corona. Vous devez tenir compte de cette information-là pour élaborer votre communication et pouvoir détruire ce mythe-là. Et la dernière question que vous devez vous poser, c'est celle du canal de communication. Selon que vous allez passer votre communication par le biais d'un courriel, d'une affiche, d'une publication Facebook ou ce genre de choses, vous devez adapter également votre communication. Et donc, c'est important de cibler ces 4 questions-là pour pouvoir faire un plan de communication. Ce plan de communication, ça va être tout d'abord de faire l'inventaire des idées sur votre sujet, sélectionner les idées pertinentes, de voir quelles sont les idées essentielles et lesquelles sont accessoires. On va voir par la suite que c'est très important de passer vers cette étape-là parce que la façon dont vous avez structuré votre communication va être importante. On va retrouver les communications essentielles au début du document. Rassembler, comme je le disais, les données essentielles de votre public cible, d'ordonner vos idées et enfin de choisir le bon moyen pour livrer votre information. Alors, pour vous aider, il y a différents types de façons de faire. Moi, j'aime bien utiliser la mind map, la carte mentale, où ça permet vraiment de voir quel est l'objectif de votre texte, quel est le public cible, quelle est la forme du document, et via cette mind map, de pouvoir remplir les petites cases et sur cette base-là, après, rédiger votre communication. Pour d'autres types d'événements, passer par un tableau comme celui-ci avec les fameuses 7 questions permet de cibler là aussi l'essentiel des informations qui doivent se retrouver dans votre communication. Donc, si on prend l'exemple du festival, l'organisation d'un festival, vous avez toute une série de questions et d'informations qui doivent se retrouver dans votre communication. Et le fait de se poser cette question, ça vous permet de ne pas oublier d'informations importantes. Donc, la phase de la réflexion, phase très importante, qui peut être assez fastidieuse au début quand on n'a pas l'habitude, mais une fois que ça commence à devenir un réflexe, vous allez voir, ça va vous permettre vraiment de gagner beaucoup de temps par la suite. Alors, la phase de la rédaction, c'est évidemment celle la plus importante, dans la mesure où c'est là qu'on va vraiment se mettre à rédiger la communication, et on va voir qu'on peut jouer au niveau du langage clair sur 3 niveaux. Tout d'abord, la question du vocabulaire, ensuite la question du contenu, le style, la formulation, et enfin la présentation visuelle. Alors, en ce qui concerne le vocabulaire, ça va être très important de faire attention au vocabulaire qu'on va utiliser au niveau de la communication. On va essayer d'employer un vocabulaire qui soit simple, précis, correct, des mots familiers. A contrario, essayer d'éviter le jargon professionnel, les mots techniques, les mots qui ne sont pas utilisés tous les jours. On va voir aussi l'importance des expressions langue étrangères et des régionalismes. Ensuite, on va voir que c'est important de toujours employer le même mot pour une même notion, donc d'éviter les synonymes qui prêtent parfois à confusion. D'utiliser plus de verbes, moins de noms. On va voir tous des petits exemples juste après. D'éviter les mots inutiles, faire attention aux pléonasmes. Et enfin, d'employer les adverbes et les qualificatifs avec prudence. Donc, si on prend quelques exemples, voici toute une série de mots qui sont des mots qu'on peut croiser dans des communications, dans des textes écrits, mais qui ne sont pas effectivement ce qu'on pourrait appeler du langage clair. Il y a à chaque fois un équivalent qui est davantage orienté pour les populations qui sont moins alphabétisées. Si on prend le mot quotidien, on suggère d'utiliser davantage le mot chaque jour. Un analgésique, par exemple, on va parler davantage d'un antidouleur. Si on parle d'une carence, un manque sera plus facilement compréhensible.
Le mot déglutir, les gens ont tendance à davantage comprendre le mot avaler. Une ecchymose, un bleu nouveau. Une lésion, une blessure. Causer des dommages corporels, c'est plus facile de comprendre blesser quelqu'un. Indolore, sans douleur. Donc, ce sont toutes des petites choses au niveau du vocabulaire. Il est toujours important de se poser la question de savoir le mot que j'utilise, est-ce qu'il n'y a pas un mot qui est plus facile à comprendre que d'autres. De nouveau, vous participerez à des rencontres trimestrielles. Trimestrielles, pour certaines personnes, ça va être difficile de comprendre. Si on écrit directement, vous participerez à des rencontres tous les 3 mois, au moins on sait que trimestriel, ça correspond à 3 mois. Si on a une phrase comme celle-ci, l'hypercholestérolémie peut causer une obstruction des artères pouvant entraîner un arrêt cardiaque. De nouveau, phrase assez difficile à comprendre pour toutes les populations, mais on va suggérer davantage d'utiliser le mot « manger trop gras peut bloquer vos artères », ce qui peut causer l'arrêt du cœur. Donc on voit que c'est juste au niveau du vocabulaire qu'on peut adapter pour s'adresser à un public beaucoup plus large. Comme je disais, toujours employer le même mot pour une même notion. Par exemple, les diplômés doivent introduire une demande de reconnaissance auprès de la commission. La requête doit être accompagnée de toute une série de documents. Mais pour certaines personnes, le fait de voir à la fois demande et requête, les gens se demandent, tiens, est-ce que c'est 2 documents différents? Mais non. Donc, si on indique directement soit demande, soit requête dans les 2 phrases, ça permet aux personnes de savoir qu'on parle exactement du même document. C'est important de faire attention aux expressions étrangères et au régionalisme. C'est vrai que moi, je viens de Belgique, on vous l'a dit. Si je vous affiche ceci, ce sont toute une série d'expressions typiquement belges. Je pense que peu de gens ici pourraient comprendre ce que ça veut dire. Moi, quand je suis arrivé ici au Canada, c'est vrai que j'ai eu toute une série de difficultés parfois à entendre des expressions québécoises, acadiennes. Il faut s'adapter à ça. Or, c'est vrai que le Canada est un pays très accueillant au niveau des populations étrangères, de l'immigration. Et donc, c'est important, quand vous vous posez la question de votre public cible, de savoir quel est le public cible auquel je m'adresse. Est-ce que dans le public cible, il peut y avoir des personnes étrangères qui viennent de l'étranger? Quelle est leur connaissance des expressions? Et donc, quand on emploie des expressions des régionalismes, bien faire attention que ces expressions-là soient comprises du plus grand nombre. On va voir que c'est important aussi d'ajouter les chiffres entre parenthèses. Certaines personnes sont plus visuelles que d'autres. Lire 90 minutes, pour certaines personnes, c'est facile. On fait directement le lien entre 90 minutes et le chiffre en lui-même. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Ça demande déjà un effort de lire 90 minutes. Et donc, le fait de voir le chiffre entre parenthèses va aider facilement ces personnes-là. C'est important aussi de donner l'équivalent en long avant d'introduire un acronyme. Si je vous mets par exemple la SSF a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada, les personnes qui ne savent pas ce que c'est la SSF vont avoir du mal à comprendre ce texte. Donc, on suggère toujours de mettre le nom en long et entre parenthèses l'acronyme. Ça n'empêche pas par la suite du texte de pouvoir utiliser uniquement l'acronyme, mais ça permet au moins de savoir directement, quand on voit l'acronyme, de quoi on parle. Parce que certains acronymes sont connus du grand public, mais parfois, certains acronymes, si je prends le terme ONU, on suppose que c'est l'Organisation des Nations Unies, mais dans certains cas, ONU va pouvoir dire autre chose, et donc c'est important de bien préciser de quoi on parle. Utiliser plus de verbes et moins de noms, ça va permettre de rendre votre texte beaucoup plus dynamique. Si on prend un exemple, nous prévoyons une adaptation de notre règlement interne, si on met nous prévoyons d'adapter notre règlement interne, c'est que ça rend le texte beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fluide, et ça va être beaucoup plus compréhensible de certaines personnes. Pour un autre exemple, ces informations aideront les patients dans leur compréhension des directives. Si on affiche ces informations aideront les patients à comprendre les directives, ça veut dire exactement la même chose, mais les verbes sont beaucoup plus faciles à comprendre que les mots en sion, en it, et donc ça permet comme ça de rejoindre facilement un autre public. Un dernier exemple, nous prendrons une décision ce soir, nous déciderons ce soir, de nouveau ça veut dire la même chose, mais c'est beaucoup plus direct et les gens vont avoir beaucoup plus facile à comprendre la deuxième phrase. Faire attention au pléonasme aussi, ça permet, on va voir, d'éliminer certains mots qui sont parfois inutiles. Donc un pléonasme, c'est un mot qui veut dire 2 fois la même chose. Le plus connu, c'est monter en haut, descendre en bas. Mais il y en a d'autres aussi auxquels on ne pense pas tout le temps. Par exemple, rédiger par écrit, si on rédige, c'est d'office par écrit. Réserver à l'avance, on réserve rarement pour le passé. Une phrase qu'on entend souvent dans les médias, une prise d'otage est actuellement en cours,
Et si c'est actuellement, c'est qu'elle est en cours. Collaborer ensemble, pareil, une neige dehors, un futur projet immobilier, faire un bref résumé. Elles sont toute une série de pléonasmes qu'on rencontre régulièrement dans les communications, qu'on utilise aussi beaucoup oralement, ça a moins d'impact, mais c'est vrai qu'au niveau de l'écrit, on va voir que la longueur des phrases peut avoir un impact, et donc enlever des mots est parfois quelque chose de très important. Donc les pléonasmes sont quelque chose auquel on peut facilement faire attention pour éliminer certains mots qui alourdissent les communications. Ensuite, employer les adverbes et les qualificatifs avec prudence. Une phrase comme celle-ci, je suis très heureuse, extrêmement satisfaite de la rapidité de sa guérison. Mais en général, ces qualificatifs viennent alourdir la phrase. Si on est je suis heureuse et satisfaite de la rapidité de sa guérison, l'idée elle est là et c'est beaucoup plus facile à comprendre à l'écrit. Et enfin, au niveau du vocabulaire, éviter les termes indéfinis qui ajoutent finalement une certaine incertitude dans les communications et donc qui nuisent à l'efficacité de vos communications. Si on a par exemple apporté assez d'argent, beaucoup de personnes seront présentes, nous donnerons rapidement suite à votre demande, mais quand on voit ce genre de communication, on ne sait pas ce que rencontrent ces termes-là. Apporter assez d'argent, assez, ça veut dire combien? Imaginons que ce soit pour un voyage scolaire, l'institutrice demande de donner un petit peu d'argent à votre enfant pour le voyage scolaire. Assez, est-ce que c'est 2 $? Est-ce que c'est 10 $? Est-ce que c'est 50 $? Pareil, vous pouvez organiser un événement, beaucoup de personnes seront présentes. Beaucoup, c'est combien? On n'a pas toujours la même notion en tant que communicateur et récepteur de votre communication de la même notion, et donc c'est important de donner un maximum d'informations. Si vous avez en tout cas connaissance de, par exemple, donneront rapidement suite à votre demande. Si vous savez que le rapidement, c'est d'ici la fin de la semaine, il vaut mieux indiquer que ce sera d'ici la fin de la semaine, parce que le rapidement, pour certaines personnes, ça va être peut-être dans l'heure, pour d'autres, ce sera la semaine prochaine. Donc, toujours essayer d'apporter un maximum d'informations. En ce qui concerne le deuxième aspect de cette étape de rédaction, le contenu, on va voir que c'est important de faire des phrases qui soient assez simples, assez courtes. En général, on suggère une phrase de maximum 15 à 25 mots. On se rend compte que plus la phrase est longue, plus ça demande un travail cérébral pour arriver au bout de la phrase, et donc plus le message a de chances de se perdre. On va voir que c'est important aussi d'indiquer une seule idée par phrase et un seul sujet par paragraphe. Et à titre un peu plus anecdotique, sachez que Google avait fait une enquête il y a quelques années sur la durée d'attention d'une personne sur un site web. En général, les personnes sont attentives 8 secondes. Donc, si vous voulez accrocher votre interlocuteur par le biais de communication sur le web, sachez que vous avez 8 secondes pour pouvoir attirer son attention, donc avoir des phrases courtes est quelque chose de très important. Quelques exemples, si on voit au cas où vous ne pouvez pas vous rallier à la présente décision, il vous est loisible d'introduire un recours. Pour ce faire, voici ce que vous devez faire. C'est qu'on a 2 phrases, 27 mots, alors qu'on peut très bien résumer ça en disant que pouvez-vous faire si vous n'êtes pas d'accord. Un autre exemple, si votre épiderme est desséché, il est extrêmement impératif que vous appliquiez, et ce dès les premiers signes détectés, de la crème sur la région en question. De nouveau, une phrase qui fait 27 mots, assez longue. Tout ça pour dire quoi? Vous mettez de la crème sur votre peau si elle est sèche. Et donc, on voit que c'est différent. Au niveau de la lecture, on lit beaucoup plus vite, on supprime des mots et c'est beaucoup plus facilement compréhensible. C'est important de privilégier les structures concises, donc d'éliminer les mots inutiles dans ce stade-là. Par exemple, il y a des personnes qui attendent le bus. Si vous dites des personnes attendent le bus, ça veut dire exactement la même chose. Et on voit que le il y a et le qui, finalement, n'apportent aucune information complémentaire dans votre phrase. Donc, on peut les enlever facilement. Ce sont des documents qui sont très importants. De nouveau, ce sont des documents très importants. Le qui sont n'apporte aucune information complémentaire et donc on peut facilement les enlever. C'est important aussi d'adopter une formulation sujet, verbe, complément. Donc, par exemple, le ministère, à la suite de nombreuses plaintes formulées par les particuliers, a décidé d'entreprendre la simplification des formulaires. On va suggérer de rapprocher le verbe du sujet pour avoir une phrase plus directe. Par exemple, le ministère a simplifié ses formulaires après de nombreuses plaintes de citoyens. Donc de nouveau, dans l'idée de rajouter davantage de verbes en nom, on voit que a décidé d'entreprendre la simplification,
Si on indique « à simplifier », on est beaucoup plus direct, on supprime toute une série de mots inutiles et c'est beaucoup plus fluide à la lecture. Excusez-moi. Donc, on suggère toujours de faire une formulation « qui fait quoi, à qui, où, quand, comment, pourquoi », en choisissant au maximum 2 compléments circonstanciels. Et donc, en adoptant cette formulation de phrase, vous allez avoir une phrase beaucoup plus facile à comprendre. Au niveau de la conjugaison, là aussi, en général, les personnes qui sont moins alphabétisées vont avoir du mal à comprendre certaines conjugaisons. Et donc, on suggère toujours d'utiliser l'indicatif présent, passé ou futur. Par exemple, vous pourriez bénéficier d'un congé si vous présentez une demande avant le 1er avril. Pour avoir droit à un congé, vous devez présenter une demande avant le 1er avril. Donc, utiliser l'indicatif présent, de nouveau, va rendre le message beaucoup plus clair pour toute une série de personnes. C'est important également de bien structurer vos idées. Si on prend un exemple, votre dentiste vous recommande que vous brossiez vos dents au moins 2 fois par jour. La santé bucco-dentaire est un aspect important de la santé en général. N'oubliez pas que votre prochain rendez-vous est mardi à 11 h. On voit que l'information importante dans un message comme celui-là, c'est quoi? C'est le prochain rendez-vous. Or, cette information-là, elle arrive à la fin du texte. Ici, c'est un texte qui est assez court, mais malgré tout, les gens qui n'aiment pas lire, on risque de les perdre avant d'arriver à l'information primordiale. Et donc, on suggère toujours de commencer par l'information essentielle. Toujours dans l'idée, on va voir juste après l'importance de préciser les dates, les heures. Et ensuite, on peut effectivement indiquer que votre dentiste vous recommande que vous brossiez vos dents au moins 2 fois par jour. C'est une information importante, peut-être accessoire par rapport à la prochaine date de rendez-vous. Donc, on la met à la suite. Et le fait que la santé bucco-dentaire est un aspect important, globalement, ça n'apporte pas beaucoup d'informations. Je pense que les gens le savent. Et donc, on peut facilement s'en passer pour alléger la communication. On va voir que c'est important aussi de se servir de la voix active. C'est le sujet du verbe qui fait l'action. Si on prend un exemple classique, la souris est chassée vers le chat, c'est plus facile de comprendre que le chat chasse la souris. L'autorisation parentale doit être signée par les 2 parents. On suggère de nouveau, les 2 parents doivent signer l'autorisation parentale. Ça rend les choses beaucoup plus dynamiques, toujours, et beaucoup plus fluides au niveau de la lecture. On suggère également d'écrire les instructions dans leur ordre d'exécution. Par exemple, avant de quitter la clinique, n'oubliez pas de prendre votre prochain rendez-vous. Il est plus logique, finalement, d'écrire « Prenez votre prochain rendez-vous » avant de partir. On doit d'abord prendre son rendez-vous et puis on quitte la clinique. Et donc, au niveau de l'écrit, on suggère de faire également la même chose. On conseille également d'éviter, quand c'est possible, les négations et d'employer une forme affirmative qui est généralement plus conviviale, plus empathique. Par exemple, ne laissez pas ouvert vos téléphones cellulaires, on conseille de mettre fermés vos téléphones cellulaires. Il ne faut pas arriver en retard, soyez à l'heure. Si vous ne complétez pas le formulaire de demande, vous n'aurez pas droit au remboursement. Avec toutes ces négations, on est vraiment dans quelque chose où on montre finalement un petit peu le gros doigt, faites attention, si vous ne faites pas ça, il n'y aura pas ça. Si on met pour avoir droit au remboursement, vous devez compléter le formulaire de demande, on est dans quelque chose de plus positif, de plus convivial. Et donc ça a aussi un impact au niveau de la lecture et de la compréhension des communications. C'est important également de s'adresser directement au lecteur pour qu'il se sente directement concerné par votre communication. Par exemple, avant d'aller à leur rendez-vous, les patients doivent se présenter à la réception. Si vous indiquez « Veuillez vous présenter à la réception » avant d'aller à votre rendez-vous, je sais qu'on s'adresse directement à moi et je vais être davantage impacté par l'objet de votre communication. Ce médicament doit être pris avant chaque repas. Si vous mettez « Prenez ce médicament avant chaque repas », de nouveau, on s'adresse directement au lecteur qui va avoir davantage tendance à faire ce que vous attendez de lui. Alors, un vaste domaine, tout ce qui concerne la féminisation des mots. Une phrase comme celle-ci, les enseignants .e.s iront en grève. C'est vrai que je ne sais pas comment vous pratiquez vous dans votre quotidien. On suggère davantage, au niveau du langage clair, de répéter. C'est vrai que quand on voit des textes qui sont relativement longs, le fait d'avoir des points, c'est pas efficace parce que ça mêle beaucoup. On ne comprend pas finalement et on perd un peu le fil de la lecture à toujours faire le lien entre le féminin, masculin, etc.
On met parfois des parenthèses, mais là aussi, ça porte problème dans la mesure où on considère que c'est pas bien de mettre finalement les femmes entre parenthèses, puisque le féminin en général est mis entre parenthèses. Donc on suggère vraiment de pouvoir employer, soit de répéter à la fois le masculin et le féminin. Ça a parfois tendance à alourdir les textes, et donc on suggère ce qu'on appelle des formulations épicènes, c'est-à-dire qui comprend à la fois le personnel masculin et féminin. Par exemple, si on met le personnel enseignant fera la grève, on sait qu'on s'adresse à la fois aux enseignantes et aux enseignants. D'autant que répéter n'est pas toujours la bonne solution. On rencontre de plus en plus de personnes qui se disent non genrées. Donc, les formulations épicènes permettent de rejoindre vraiment tout le monde. Un autre exemple, êtes-vous citoyen canadien ou citoyenne canadienne? Si on demande avez-vous la citoyenneté canadienne, ça permet de rejoindre l'ensemble de la population et d'éviter toutes ces problématiques, justement, de répéter les points, les tirets, les parenthèses, etc. Un dernier exemple, les étudiants et les étudiantes organisent une soirée à l'université. On va suggérer de mettre par exemple que la communauté étudiante organise une soirée à l'université. Faire attention aux dates et aux heures. Alors la prochaine session se tiendra jeudi prochain à 4 p.m. C'est vrai que 4 p.m. c'est un anglicisme. On suggère à ce niveau-là de préciser la date exacte. Jeudi prochain, c'est quel jeudi? Si on prend le cas de cette semaine, est-ce que jeudi prochain, c'est demain, le prochain jeudi, ou est-ce que c'est jeudi de la semaine prochaine? Ça peut prêter à confusion. Et donc, indiquer la date, ça évite justement qu'on gagne en efficacité. Et alors, l'heure, on suggère 16 heures pour savoir qu'on est à 4 heures de l'après-midi. Après, certaines personnes ont du mal à comprendre 16 heures, 17 heures. Je sais que lors des formations, on m'a déjà dit que certaines personnes, quand ils entendent 17 heures, elles se disent 7 heures, et donc c'est 19 heures. Et donc, dans ce cas-là, préciser à tout le moins 4 heures de l'après-midi pour être sûr qu'on parle de la même heure. On va voir, ça clarifie aussi en général, c'est ce qu'on appelle les énumérations verticales. Par exemple, lors de votre arrivée à l'hôpital, vous devrez nous montrer votre carte d'assurance, votre carte de santé provinciale, votre carte d'hôpital et votre police d'assurance personnelle. Si on a ça sous forme de puce, on voit directement ce qu'on doit montrer et donc on gagne aussi à ce niveau-là en efficacité. Mais par contre, les énumérations, il faut être attentif à ce qu'elles soient uniformes, c'est-à-dire toujours commencer par la même chose, donc soit un verbe, soit un nom commun. Et par exemple, afin d'être en bonne santé, il est important de dormir 8 heures par nuit, manger 5 fruits et légumes par jour et au moins 3 heures de sport par semaine. Mais on voit que ce n'est pas uniforme, donc on va suggérer de faire au moins 3 heures de sport par semaine. Donc toujours avoir des verbes pour rester dans la même dynamique. Et enfin, un classique de la ponctuation, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on n'est pas toujours attentif, mais ça peut vraiment changer parfois le sens des phrases, et donc c'est important de faire attention aussi au niveau de la ponctuation. Dernière étape au niveau de la rédaction, c'est la présentation visuelle, la mise en page. On va voir, c'est aussi quelque chose de très important. Le visuel, ça peut donner ou pas envie de se plonger dans un texte. Donc, on suggère d'aérer au maximum votre texte, d'avoir un maximum d'espace blanc, d'aligner votre texte à gauche. On a parfois tendance à vouloir justifier le texte à gauche et à droite. On va voir un petit exemple juste après, mais ça crée des espaces, donc ça rend la lecture difficile. De subdiviser votre texte en paragraphes, d'utiliser des tildes, des sous-titres. Ça va permettre vraiment de guider votre lecteur dans votre texte. Quand on va voir le sous-titre, on sait directement ce dont on va parler dans le paragraphe, donc ça facilite déjà la lecture. Choisir une police de caractère lisible avec une taille minimum de 12. On conseille même 14 si vous savez que dans votre public cible, vous avez des personnes à déficience visuelle, des personnes à besoins spécifiques, tout ce qui concerne la population autistique par exemple. On suggère d'utiliser davantage une police de 14 points. D'utiliser le gras et le souligné pour attirer l'attention sur certains messages clés, mais faire attention à utiliser le gras et le souligné avec parcimonie. Si tout votre texte est souligné ou si tout votre texte est en gras, évidemment, vous perdez l'efficacité d'attirer cette attention. Et enfin, d'utiliser des illustrations, des tableaux, des graphiques. Ça permet en général d'alléger le texte, ça rend la chose beaucoup plus agréable. Il faut juste être attentif sur le fait que votre tableau, vos graphiques, viennent vraiment appuyer votre communication et ne sèment pas un doute dans l'esprit de votre lecteur. C'est important également de faire un bon choix de couleurs, faire attention au contraste.
Et enfin, au niveau du Canada, c'est vrai que faire attention au bilinguisme, on suggère toujours de séparer le français et l'anglais dans les communications. Juste quelques exemples. Voici un texte qui est aligné à gauche, et un texte justifié qui est à droite. Mais on se rend compte qu'au niveau du texte justifié, les espaces entre les mots ne sont pas du tout réguliers. Et donc, inconsciemment, ça demande un effort finalement cérébral de lire le texte. Le cerveau doit à chaque fois aller jusqu'au mot d'après. Et donc, ça demande un exercice cérébral qui est beaucoup plus fatigant que si votre texte est aligné à gauche où l'espace entre les mots est à chaque fois équivalent. Donc, c'est beaucoup plus facile de lire un texte qui est aligné à gauche. Après, de nouveau, tout dépend de votre public cible. Si vous devez rendre un texte scientifique ou un texte qui doit paraître dans un journal, par exemple, des textes qui sont plus pour la demande de fonds, de subsides, etc. au niveau fédéral, mais effectivement, en général, on a tendance à utiliser un texte qui est justifié. Donc, de nouveau, l'importance de votre public cible. La mise en page au niveau du bilinguisme, quand on a un texte comme celui-là, on voit qu'on a une phrase français-anglais, une ligne sur deux. C'est assez difficile à comprendre. Finalement, quand on veut lire en français, on ne sait pas très bien où on doit lire. Et si on présente les choses de manière séparée, on sait directement si on est francophone, quel côté lire, si on est anglophone, quel côté lire, et ça permet d'alléger aussi la communication. Donc, certaines personnes sont découragées quand on voit la quantité de phrases à lire. Si on sépare le français et l'anglais, ça permet de cibler directement et donc de rassurer parfois la taille du texte par rapport auprès de certaines personnes. La mise en page sous forme de tableau, quand on a une phrase comme celle-ci, la pauvreté au Nouveau-Brunswick, sur les 730 000 habitants de la province, 14% vivent dans la pauvreté, etc. C'est une phrase, on a du mal à visualiser parfois. Le fait de présenter ça sous forme de tableau, ça va permettre de visualiser directement les données essentielles et ça va rendre la chose beaucoup plus claire. Ensuite, un exemple au niveau d'une communication, on voit que ça ne donne pas spécialement envie de lire. Il y a du gras, il y a des polices différentes, la couleur n'est pas spécialement attractive. Si on présente ça, on ne sait pas quelle est la date, on voit qu'il y a deux dates, le 17 septembre, le 20 septembre. Ça mêle un peu. Si on présente ça sous forme de plus de courrier, où on a directement les informations essentielles en gras centrées sur la page, c'est beaucoup plus facile à comprendre et donc on gagne en efficacité. Dernière étape, et non des moindres, c'est l'étape de la révision. On va voir que c'est important de repasser vers cette étape. Alors, idéalement, je sais que ce n'est pas toujours facile, on ne vit pas dans un monde idéal malheureusement, mais si vous avez la possibilité de laisser votre texte de côté pendant un jour ou deux et d'y revenir par la suite, vous allez voir que ça va vous permettre de repasser en revue toute une série de choses au niveau des critères du langage clair et donc de pouvoir réadapter votre texte. C'est important de se mettre dans la peau de votre lecteur quand vous relisez ce texte. Donc, toujours avoir en tête votre public cible, se poser des questions par rapport à lui, se demander quelles questions lui va se poser en lisant votre communication et essayer de répondre, d'anticiper ces questions-là. De vérifier que l'ordre dans lequel vous avez placé vos idées va vous permettre de rejoindre votre lecteur. Vérifier que vos phrases soient bien courtes, faciles à lire, est-ce que la présentation est aérée. Faire attention aux mots inutiles. Le fait de lire son texte à voix haute ou de demander à quelqu'un d'autre de le lire, ça va vous permettre aussi au niveau oral de remarquer que certaines choses ne vont pas. Donc c'est un conseil qui est assez important aussi. D'utiliser une grille de vérification, je vais vous la montrer tout de suite. Et enfin, de nouveau dans un monde idéal, si vous avez l'occasion de donner votre communication à votre public cible pour vérifier que cette communication-là est bien comprise, c'est quelque chose à faire. Le cas échéant à des collègues de travail, des amis. Mais c'est important aussi de demander à la fois s'ils ont compris le document, mais pas uniquement de poser la question de savoir est-ce que vous avez compris ce document, mais de poser clairement des questions précises sur ce document pour voir si la compréhension est bien là. Parce que voilà, notre ego est tel que si en général quand on nous demande est-ce que vous avez compris ça, la plupart du temps on va répondre oui, mais si on pose des questions et qu'on creuse un petit peu, il y a parfois peut-être certaines choses à régler et à repositionner par rapport au texte. Donc, c'est important de poser des questions bien précises. Alors, quand je vous parlais de grille de vérification, celle-ci en est un exemple, par exemple. Donc, ça passe vraiment par les trois étapes importantes du langage clair, donc l'étape de la réflexion, de la rédaction et de la révision. Et quand on coche finalement toutes les petites cases,
bon, ça permet vraiment de vérifier, faire une sorte de check-up de votre communication pour voir si tous les enseignements finalement du langage clair ont pu être respectés. Donc c'est important. J'ai fait en sorte de faire cette grille de vérification qui tient sur un recto d'une page. Ça permet d'avoir ça toujours sur son bureau, sur un coin de bureau, donc de toujours avoir ça à l'œil. C'est quelque chose de très important de passer par là. Je vous ai mis aussi quelques outils. Le PowerPoint sera en principe disponible sur le site du SSF dans quelques jours. Mais donc quelques outils importants. Je n'ai malheureusement pas le temps aujourd'hui de passer à travers, mais c'est des outils que vous pouvez facilement retrouver sur le web et qui pourront vous aider dans vos communications aussi. Et quelques liens aussi pour aller plus loin si vous avez des recherches à faire sur la littératie en santé. Voilà quelques références qui peuvent aussi vous aider. Donc juste pour conclure, quelques petits messages. C'est vrai que quand on parle de langage clair, on a parfois tendance à penser qu'on s'adresse finalement à un public un peu en utilisant un langage un peu simplet, mais ce n'est pas du tout ça. Au contraire, on essaie de s'adresser à ces populations-là avec respect. Je me disais, les populations qui sont plus alphabétisées, donc qui se situent au niveau 4-5, on est parfois confronté à une masse d'informations telles que pouvoir lire des textes qui sont rédigés en langage clair, comme je vous le disais tout à l'heure, ça permet de gagner vraiment du temps. Donc, globalement, tout le monde préfère lire des textes rédigés en langage clair. Donc, je vous invite tous dans vos communications professionnelles respectives de pouvoir avancer là-dedans. Et donc voilà, je vous ai juste mis les liens du codec. N'hésitez pas à suivre les pages respectives. Geoffroy, vous nous avez présenté une tonne d'informations Oui. très intéressantes et très utiles. En cours de présentation, on a eu quelques questions par rapport, par exemple, à l'utilisation d'une communication épicène non genrée. Vous y avez répondu, donc vous nous avez donné des trucs à cet effet. La grille de vérification, elle fait partie de votre présentation, donc vous venez tout juste de mentionner que votre présentation PowerPoint sera disponible sur le site de la Société Santé en français. Vous avez accepté de la partager. J'aimerais aussi rappeler à tous que si vous voulez réécouter le webinaire présenté aujourd'hui, il sera aussi accessible sur le site web de la SSF à partir de la semaine prochaine. Il nous reste quelques minutes pour des présentations ou, excusez-moi, des questions de la part des participants, pour ceux et celles qui peuvent rester encore avec nous, mais nous recevons dans la boîte de conversation des remerciements, Geoffroy, pour la qualité de votre présentation et de l'information qui a été fournie. Un grand merci. Avec plaisir. C'est vrai que c'était assez dense comme présentation, je m'en rends bien compte, mais voilà. Le langage clair est tel que c'est difficile de passer de côté, ou en tout cas de laisser de côté l'une ou l'autre étape. Mais donc, ça que résumer tout ça en 40 minutes, c'est un peu un gros challenge. Mais... Absolument. J'ai une question de la part de Nancy Larivière et de la même chose du côté de Gabriel Lepage-Lavoie qui demandait est-ce que la grille sera disponible en format Word sur lequel on pourrait vraiment cliquer. Est-ce que vous pensez que ce serait possible de nous la partager? C'est pas vraiment cliquable, c'est vraiment coché. Vous pouvez OK, l'imprimer sans difficulté, elle sera dans le PowerPoint. Vous pouvez l'imprimer, juste cocher au bic quand vous passez en revue parfait. toutes les catégories du langage clair. Merci beaucoup, Geoffroy. Et puis, bon, là, des commentaires très positifs par rapport à l'excellence de la présentation, les gens qui ont apprécié la présentation. Donc, un grand merci. Vous recevrez à tous les participants et participantes, je vous encourage très fortement à répondre au questionnaire d'évaluation du webinaire qui vous sera acheminé à tous. Vous aurez un lien, en fait, le lien vous est acheminé présentement. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de compléter le formulaire d'évaluation. Ça nous est très utile. Frank Vanderberg du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick nous partage son commentaire à l'effet que la présentation sera très utile à toute leur équipe de communication au niveau du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick. Donc, encore une fois, merci.